la carte financière. On oublie que même pendant tout le XVIIIe siècle, pour les Anglais, les Écossais, c'était d'horribles financiers. C'est là où il y avait les banques. Donc effectivement, la banque centrale, la première banque centrale, c'est la banque centrale d'Angleterre, 1694. Vous voyez, on est sans arrêt dans des allers-retours. La deuxième grande banque, ça a été Royal Bank of Scotland, 1727. C'est extrêmement récent. Entre les deux, d'ailleurs, il y avait un Écossais qui était venu inventer le billet de banque en France. Oui, John Law, bien sûr. Et l'Écosse a été le premier pays avec les Pays-Bas, enfin avec les Hollande, à justement aller vers le billet de banque. Donc l'Écosse a une carte à jouer et les Écossais piaffent en ce moment. À Édimbourg, on piaffe parce qu'on dit Dublin est en train de nous prendre ça. Les Américains, par exemple, les banques américaines sont en train d'investir beaucoup en Irlande en disant bon bah s'il n'y a plus la City, au passage, vous voyez, la question de la City, la négociation, qu'est-ce qui va se passer avec le centre financier d'Europe? C'est même pas commencé. C'est-à-dire que normalement, c'est après la sortie qu'on va commencer à travailler là-dessus. Vous imaginez, la finance ne pourra pas attendre. Ce qui est merveilleux avec tout ce que vous racontez, c'est qu'on remonte au XVIIe siècle et on s'aperçoit que les identités sont restées très fortes. Elles ne se sont pas fondues au sein du Royaume-Uni. Absolument. Elles ont traversé les siècles. Cela dit, il faut tout de même dire que l'Europe n'a pas du tout l'intention de rendre les choses faciles à l'Écosse pour venir à cause de l'histoire catalane. Les Écossais n'ont pas le droit de faire un référendum tout seul, ils ont besoin de l'autorisation. Si l'Écosse devient indépendante, demain ce sera la Catalogne. Aujourd'hui, c'est la Et on fait Catalogne. imploser l'Espagne. Aujourd'hui, c'est la Catalogne. Bon, on n'a pas le temps de poser la question, comment les Britanniques peuvent-ils tolérer ce feuilleton? Non, ils le tolèrent très mal. Maintenant, il y a les chaînes qui ne parlent plus de Brexit, on l'a vu dans le reportage. Merci beaucoup d'avoir suivi ce C'est dans l'air. Lundi, vous retrouverez Caroline Roux pour une nouvelle émission. Demain, Karim Rissouli, c'est politique. Bonne soirée sur France 5. À suivre, c'est l'hebdo. À caractère promotionnel. La Française des Jeux entre en bourse. Bientôt, vous pourrez investir dans une entreprise performante, en croissance et utile à tous, avec environ 3,5 milliards d'euros reversés chaque année à la collectivité. Entrez dans l'histoire, entrez dans le capital de FDJ. L'investissement en actions présente un risque de perte en capital. L'attention du public est attirée sur les facteurs de risque figurant dans le document d'enregistrement approuvé par l'AMF. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Dans votre grand journal du soir jusqu'à 20h, vos grandes voix avec ce soir à mes côtés Philippe Gouillou. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue correspondant de l'AFP et du Figaro à l'Élysée. Une autre actualité que je livre dans un instant. Bonsoir Laetitia Crepin. Bonsoir. Bienvenue spécialiste communication politique et également Mickaël Darbon, bien sûr. Bonsoir. D'Europe 1 avec nous. Bonsoir à vous et bienvenue. Vous restez avec moi. On débat, on discute, on parle chômage entre autres dans un instant. Bien manger, démêlons le vrai du faux avec Éric Lemaire, président d'Axa Prévention et ses invités, Karine Le Marchand et le docteur Salman. Internet est une mine d'informations dont il faut vérifier les sources, surtout quand elles concernent notre santé. Avec Axa Prévention, nous nous attaquons à ces idées reçues. Aujourd'hui, le sucre. Karine, on dit souvent que le sucre redonne rapidement de l'énergie. Ah bah oui, moi quand je cours, je mange du sucre avant et je vois bien quand même qu'il y a un avant et un après. Sinon d'ailleurs, je frôlerais l'hypoglycémie. C'est bon le sucre quand on fait des efforts, docteur? Le sucre, c'est bien, mais c'est une question de quantité. Est-ce que vous savez qu'un enfant de 7 ans aujourd'hui a consommé autant de sucre que son grand-père durant toute sa vie? Alors je vous donne un petit truc pour vous. Libérez du sucre pendant 3 semaines. Arrêtez de mettre du sucre ou des édulcorants dans votre café ou votre thé. 3 semaines plus tard, quand quelqu'un vous remettra du sucre, vous pouvez plus le boire, vous trouvez ça écœurant. Alors arrêtons de sucrer café et yaourt. Merci à vous deux, et si vous avez une autre question, posez-la à notre expert sur Intox Détox, notre service gratuit de décodage sur axaprévention.fr. Votre grand journal du soir avec les grandes voix. Ce soir, Laetitia Crepin, Mickaël Darbon et Philippe Gouillot. C'est parti parce qu'on va parler chômage, notamment avec des chiffres. Il s'agit de les commenter et de lire entre les lignes, n'est-ce pas, les chiffres du chômage toujours. D'abord, ce livre, je voudrais le présenter à la caméra qui se trouve là. C'est pas comme à la télé, c'est sur le côté. C'est votre dernier ouvrage, Les photos insolites de Charles de Gaulle, signé Philippe Gouillot et Caroline Pigotti. C'est aux éditions Plomb. Il faut absolument se le procurer. Je le montre parce que vous êtes à mes côtés, mais je l'aurais montré même si vous n'aviez pas été là. C'est gentil, oui, c'est un livre que nous venons de terminer, enfin, il y a quelque temps, et qui paraît là ces jours-ci. Avec
des pépites, évidemment, vous avez croisé vous le général à 2 reprises, donc vous avez quand été au plus j'étais près. petit quand même, je l'avoue. Évidemment, voilà. Donc à se procurer absolument. Les chiffres du chômage, on les a. Le gouvernement se réjouit parce qu'il continue de décroître lentement mais sûrement. Au 3e trimestre en France, le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité a diminué de 0,4% pour s'établir à plus de 3 millions de personnes. Quand même, on est à 3,6. C'est une vraie bonne nouvelle. Oui, c'est une très bonne nouvelle parce que c'est quand même le sort de personnes physiques qui vont avoir du travail et pour qui la vie va être plus facile. Mais évidemment, il faut regarder derrière tous ces chiffres. D'abord, en général, les chiffres sont toujours contestés. Il y a toujours quelqu'un qui dit oui, mais c'est pas comme ça. Il y a toujours plusieurs lectures possibles. Et puis, effectivement, on voit dans le détail que pour les jeunes, ça s'améliore pas. Et puis, de toute façon, c'est une baisse très légère. Alors, il va y avoir aussi quand même l'effet sans doute mécanique de la réforme de l'assurance chômage. Et ça, c'est une autre histoire. C'est ce que j'allais dire. C'est une bonne nouvelle pour le gouvernement. Pourquoi ? Parce que ça va se crisper quand même. À partir du 1er novembre, là, la réforme va durcir l'ouverture des droits. Aussi pour le rechargement, ça va être des conditions beaucoup plus drastiques. Donc là, la contestation sociale peut effectivement reprendre un petit peu le dessus et la colère à nouveau s'entendre et se faire entendre. Et au 1er avril, il y a encore d'autres mesures qui arrivent. Donc bon, c'est une bonne nouvelle temporaire. Hein. Voilà, très temporaire. Réforme de l'assurance chômage, évidemment. Là, on la craint. Ça peut être explosif. On le sait. En tout cas, c'est la raison pour laquelle tout le gouvernement est tétanisé. C'est pourquoi ces chiffres vont mettre un peu de baume au cœur, effectivement, à l'exécutif, parce que en coulisses, ce qui se dit maintenant, au sommet de l'État, c'est que l'acte 2 est à l'arrêt, qu'il n'y a pas de réforme qui, aujourd'hui, sont en dynamique. Tout le monde est tétanisé en attendant comment décembre va se passer. Dans tous les départements, dans tous les ministères, hein, puisque la réforme des retraites concerne l'ensemble vraiment de tous les corps sociaux. Et de ce point de vue-là, c'est une bonne nouvelle en affichage. Mais la réalité, c'est qu'il y a aussi maintenant les études qui commencent de sortir sur le mi-mandat. Hein, les sondages arrivent sur le mi-mandat. Alors, les Français restent, les 2 tiers. Mécontents. Vous avez raison, les 2 tiers des Français mécontents de l'action d'Emmanuel Macron. On est à mi-mandat, 65%. C'est 7 points de plus, c'est pas rien. Hein. C'est 7 points de plus que lors de la dernière enquête qui date d'avril dernier. Et qui correspond au baromètre, qui a été installé par Fondapol et Le Figaro sur le vote protestataire. Donc on voit bien qu'il y a un croisement des comportements et des attitudes. Le plus impressionnant de cette étude, c'est la dernière question. Enfin la question, peut-il rassembler ? Il arrive, c'est en bas de tableau, hein, et c'est pour l'instant un président qui, lui, est en train de construire un rassemblement contre un potentiel ou potentielle candidate populiste, et pour l'instant, c'est pas gagné. Voilà, donc cette baisse à mi-mandat, Philippe Gouillot, on voit bien la réforme des retraites, il ne s'agit que de cela, on ne parle que de cela, on voit bien effectivement ce que ça peut peser, dans quelle mesure ça peut peser, des mécontents de plus en plus nombreux, du coup les chiffres du chômage, ils paraissent complètement insipides. Emmanuel Macron, il est bloqué, il est coincé aux entournures. Il faut qu'il réforme, en fait, on l'attend là-dessus quand même. Et donc, ce qui est amusant, c'est que finalement, d'une certaine manière, avec cette baisse du chômage, Emmanuel Macron tient les promesses de François Hollande. Mais non, je veux dire que en politique, les choses ne se passent jamais comme on les attend. Souvenons-nous, il y a 1 an précisément, on n'était pas encore entré dans la crise des Gilets jaunes, on attendait le début les premières manifestations de Gilets jaunes, et finalement, les choses se sont passées d'une façon totalement inattendue. Il faut toujours avoir ça en tête. Emmanuel Macron, je le répète, a été élu pour réformer. Il faut qu'il réforme. Alors c'est difficile. Il va effectivement cristalliser toutes les oppositions. Il faut qu'il ait le courage de s'y tenir et puis de savoir aussi lâcher du lest, parce que c'est quand même ça. On va y revenir dans un petit instant. Laetitia Crepage, je vous donne la parole, les auditeurs aussi, parce qu'il a réformé au pas de course en début de mandat. Ça lui a été peut-être que ça lui a été beaucoup reproché. Donc voilà, quelle est la marge de manœuvre aujourd'hui? On s'en parle dans une seconde, les grandes voix, n'est-ce pas? Votre grand journal du soir se poursuit jusqu'à 20h en direct avec nos grandes voix dans ce studio. Michael Darmon, Laetitia Crepage et Philippe Gouillot avec ce livre, les photos insolites de Charles de Gaulle, signé Philippe et Caroline Piloty aux éditions Ronde Blanc. Je le mentionne parce qu'il faut évidemment l'avoir dans sa bibliothèque.
bibliothèque, voire sur son bureau. Merci beaucoup. Et nos auditeurs aussi qui nous contactent au 39 21 ce soir, comme tous les soirs d'ailleurs. Bonsoir Alain, bienvenue à vous, vous nous appelez depuis la région parisienne. On parlait à la fois du sondage pour Emmanuel Macron, les 2/3 des Français mécontents de l'action du président à mi-mandat, et puis des chiffres du chômage qui continuent de décroître, mais finalement c'est un épiphénomène, j'allais dire, compte tenu des attentes qui ne sont pas comblées pour les Français. Qu'est-ce que vous en dites? Mais mon premier constat, c'est que au fond, il y a du travail en France. Parce que non seulement le chômage baisse, mais en plus, il y a des centaines de milliers d'offres d'emploi qui ne trouvent pas preneur. Donc, de ce point de vue-là, la politique de l'offre qui a été menée en début de mandat semble porter ses fruits. Alors, le problème, et c'est ça qui m'inquiète, et je rejoins le commentaire qui a été fait il y a quelques instants par les grandes voix, c'est que ce n'est qu'une partie du programme de réforme. Et donc, rappelons aussi, puisqu'on parlait du général de Gaulle, que de Gaulle a souvent réformé un petit peu contre la volonté des Français qui sont un peu réfractaires à la réforme. Or, il faut poursuivre